auteure de 7 livres et directrice, éditoriale. Je rencontre aujourd'hui Julie Brassard. Bonjour, Julie. Allô! Merci d'avoir accepté mon offre de me rencontrer pour ma chaîne. En fait, lecture, bouquins et confidences, c'est vraiment très apprécié. Bien, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. J'aimerais que pour les gens qui ne te connaissent pas, que tu nous décrives un peu qui est Julie. Qui est Julie? Principalement une créatrice de moments, donc quelqu'un qui aime organiser des événements autant en présentiel que imaginaire. Donc, c'est un peu là où l'écriture est embarquée dans ma vie. J'aimais tellement créer plein de belles choses que voilà, ça m'est comme tombé dessus par magie. Et mis à part, là, tu as écrit 7 livres dont on va parler. Tu as également parti ta propre maison d'édition dont on va parler aussi. Qu'est-ce qui... En fait, parle-nous-en tout de suite de ta maison d'édition. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que vous publiez? Je sais que tu as des livres que tu peux nous montrer aussi pour qu'on voit un petit peu le style. Oui, mais c'est ça, j'en ai sorti 3 là, depuis, en fait, en 2019, juste avant la pandémie, on s'est dit que ça serait le fun. En fait, pas vrai, je recommence l'histoire. On s'est fait proposer l'achat d'une maison d'édition à compte d'auteur. Et donc, on est allé à l'aventure pour savoir qu'est-ce que c'était. On a fait des cours, on a vraiment investigué à savoir si c'était une bonne idée d'acheter ou pas. Et puis, en cours de route, on s'est rendu compte que finalement, on avait une vision bien différente de ce que la maison d'édition était à ce moment-là pour le rachat. Fait qu'on s'est dit, à place d'acheter ce qui était là, pourquoi pas le créer? Hein? On ramène la créatrice de moment. Puis mon associé et moi, Mélissa Malbeuf, on s'est dit, ben oui, tu sais, c'est une bonne idée. On va créer qu'est-ce qu'on désire vraiment faire. Donc, Signé JM a vu le jour en 2020, juste avant la pandémie. Et depuis ce jour, on a publié plus de 12 livres. Donc, j'en ai amené 3 ici. Bon, j'ai un peu de misère avec le... Mais c'est... Je les trouve vraiment beaux. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on aide ces femmes-là, dans le fond, à écrire leurs livres et à les publier. Donc, notre mission, c'est ça, c'est de faire rayonner des femmes entrepreneurs qui ont un message à livrer, qui ont une connotation à développement humain, principalement. Et là, vous avez 12 livres de publiés depuis Ouais, 2019. ils sont tous dans l'autre coin, ici. Tous ces livres-là sont de Signé JM, donc Signé J pour Julie, M pour Mélissa. Et voilà, donc déjà à 3 ans d'existence, avec d'autres beaux projets qui s'en viennent pour 2024. Là. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir parti ta propre maison d'édition alors que tu es une auteure qui est publiée ailleurs? Les gens me demandent beaucoup pourquoi je ne m'auto-publie pas dans ma maison d'édition. En fait, au début, on avait vraiment on avait le vent dans les voiles, on voulait révolutionner le monde littéraire. Quand on commence quelque chose, on voit grand. Et finalement, à force de travailler, on s'est rendu compte que c'est bien d'avoir une niche plus serrée, plus directe. Donc, on s'est vraiment concentré sur le développement humain, la croissance personnelle. Et à travers ça, c'est des femmes entrepreneurs qui se présentaient à nous. Puis de fil en aiguille, on a fait comme, ben, on aime travailler avec ces femmes-là. On leur donne une belle possibilité de s'exprimer. Et on leur donne une voix là, pour enfin réaliser un rêve de tenir leur livre entre leurs mains. Donc, on se considère vraiment niché dans l'édition pour femmes seulement en croissance personnelle. Donc, on se différencie de ce qui se fait sur le marché pour le moment. Fait que pour nous, c'est optimal, là. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu ignorais à propos du fait d'avoir une maison d'édition? Ce que tu ne connaissais pas avant quand tu étais de l'autre côté du décor puis que là, tu vis en ce moment? Toutes les étapes, c'est sûr.
Ben, pour l'avoir vécu quand même, parce que notre premier livre, je vais dire notre, parce que mon associé et moi, on a commencé par écrire ensemble. C'était un projet d'écriture. On était dans un mastermind d'écriture, puis on s'est dit, ben, pour le fun, on va réécrire ce que j'avais déjà fait, parce que mon premier livre, c'était un manuscrit qui dormait dans le fond d'un de mes tiroirs depuis presque 15 ans. Fait qu'on l'a ressorti, on l'a dépoussiéré, puis on a fait comme on va s'amuser avec lui. Fait que quand on a rencontré les éditions La Roupille, c'est une maison d'édition à compte d'auteur, on s'est dit, bon, ben, on va plonger dans l'aventure. Puis on a fait vraiment toutes les étapes. Ce que nous, on fait avec nos clientes, on l'a vécu. Donc, j'étais pas en terrain inconnu, sauf qu'en étant de l'autre côté, c'est sûr que je comprends qu'il y a plus d'étapes que pour l'auteur. Puis j'essaie vraiment parce que des fois, c'est quand on ne le sait pas, surtout à compte d'auteur ou en auto-édition, des fois, on ne sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque, puis des fois, c'est laborieux. Fait que j'essaie vraiment de les rassurer dans ce que moi, j'ai vécu, puis dans ce que je fais maintenant. Fait que ça me permet justement, d'avoir un côté plus sécuritaire pour eux autres. Là, ils se sentent en confiance. Le fait que je l'ai marché avant de le parler, tu sais. Et la production d'un livre comporte vraiment plusieurs étapes. Est-ce que tu peux nous en nommer que quelques-uns pour les curieux, curieuses qui aimeraient savoir en fait un processus d'édition, c'est quoi? Oui. En fait, on va s'imaginer que l'auteur a terminé son manuscrit. Donc, quand le manuscrit arrive dans mes mains, je le lis, bien sûr, d'un point de vue de lectrice, mais toujours dans un point de vue pour améliorer l'émotion que la personne veut véhiculer. Donc, moi, j'appelle ça rentrer dedans comme un bulldozer avec beaucoup de bienveillance. Alors, structure de phrase, répétition, on travaille vraiment tout pour que le texte soit le plus parfait possible dans la mesure du possible au moment où on le fait, parce que tout évolue à chaque jour. Mais voilà, donc ça, c'est une des étapes que je fais et que j'aime beaucoup faire. Ensuite, évidemment, la vérification de maquette, c'est mon autre, c'est comme moi, c'est ça que je fais principalement. Quand la graphiste elle a terminé de faire le montage de la maquette intérieure, donc tout ce qui est à l'intérieur, moi, je vérifie avec ma loupe quasiment, puis je vais ligne par ligne, mot par mot. Je m'assure que tout est à sa place, qu'il n'y a pas un point d'exclamation qui se retrouve tout seul sur une ligne. Les alinéas, je m'assure vraiment que tout est à la bonne place. Fait que ça aussi, c'est une étape des fois que les gens font comme oh, c'est donc bien laborieux. Oui, mais il faut le faire parce qu'après ça, quand il est imprimé 500 ou 1000 copies, là, puis que tu te retrouves avec un chiffre qui n'est pas à bonne place, ben c'est long. Oui. C'est ça. On ne peut pas rien faire une fois qu'il est imprimé, il est imprimé. Oui, c'est ça. On peut souhaiter qu'il y ait en réimpression, un pour les ventes, deux pour pouvoir corriger les coquilles qui restent. Ouais, on espère qu'il n'y en a pas, mais il y en a toujours une qui finit par se glisser, mais en tout cas, on essaie le plus possible de toutes les trouver. Et là, maintenant, parlons de ton rôle d'auteur. Moi, j'ai eu la chance de lire ton dernier, Le Parfait Biscuit, qui est une romance de Noël que j'ai vraiment aimée. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le petit suspense au niveau du choix du personnage principal. J'aimerais que tu puisses nous parler, en fait, de ton histoire du Parfait Biscuit. Mm-hmm. Je le tiens dans mes mains parce que c'est toujours inspirant. Oui. Le Parfait Biscuit, c'était un rêve. Moi, je suis une fan finie des films quétaines de Noël. Quand il arrive mois de décembre avec le sapin illuminé, j'aime ça. Je me tape tous les films qui passent. Il y a 3-4 chaînes, là, puis je les enregistre, puis je les écoute un après l'autre. Il y en a des bons, il y en a des moyens, il y en a des pas bons. Des fois, je les réécoute l'année d'après, des fois non. Fait que j'avais envie de me faire plaisir, puis d'aller dans cet espace de magie possible, parce que ça reste une romance contemporaine, mais on a le droit d'y ajouter des soupçons de magie parce que c'est Noël. Fait que je me suis comme gâtée. Puis le Parfait Biscuit, bien évidemment, je suis une gloutonne de biscuits aux pépites de chocolat. Il n'y a rien de plus beau au monde qu'un biscuit, à mes yeux.
C'est ça. Tu veux me faire plaisir, tu m'ajoutes un biscuit aux pépites de chocolat. Je suis sous le charme à chaque fois. Je me suis dit, pourquoi pas joindre biscuit, qui est comme pour moi magique, avec Noël. Puis je peux ajouter un peu de magie à travers une histoire contemporaine d'amour. Donc, j'ai vraiment plongé là-dedans avec plaisir. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec un plan. Puis c'est le seul livre que j'ai utilisé. J'ai essayé de faire un plan. En fait, j'en fais toujours un. Il était fait. Mais j'ai été incapable de le suivre. Je me suis vraiment laissée aller au gré de l'inspiration. Puis ça a donné ce que ça a donné. Mais tu sais, je savais un peu où je m'en allais, là. Tu sais, on saute pas en parachute, on sait les grandes lignes, mais c'est la première fois que je suivais pas un plan, là, ligne par ligne, là. Comment tu as trouvé l'expérience? Ben, pour vrai, c'était magique. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'était facile, c'était magique. Au début, il n'y avait pas deux gars dans l'histoire. Il y en avait juste un. Puis à un moment donné, le voisin s'est pointé le nez. Je dis, qui c'est qui veut, lui? D'où c'est qui tombe? Fait que c'était juste bien drôle parce que les personnages me faisaient rire. Fait que j'ai vraiment, puis j'ai embarqué dans l'histoire. Je dis, OK, ben il y a un autre gars, puis là, il faut que tu fasses attention parce que là, il ne faut pas que les lectrices aiment plus le gars qu'elle ne choisira pas. Fait que là, j'étais comme, oh my God, comment je fais? Fait que c'était un beau défi pour vrai. Fait que je me suis amusée à créer une histoire. Puis le prénom du personnage, Lani, c'est que j'ai rencontré une cliente, Lani Archambault. Puis j'ai eu un coup de cœur pour son prénom. J'ai dit, ah ben là, c'est sûr que je prends ton prénom pour écrire une romance. Fait que là, ça a comme été le début. Fait que là, j'ai ajouté les biscuits, Noël, la magie, puis tout ça s'est transformé une magnifique romance. Je suis bien contente. Oui, c'est vraiment une belle histoire. Là, c'est publié chez Andara. Et il est sorti quand, ce livre-là, Julie? Il est sorti début octobre. OK. Je me souviens plus exactement de la date. Là, je pense que c'était dans la première semaine d'octobre. Puis voilà. Alors, si vous cherchez une romance de Noël, c'est le parfait bouquin à vous acheter. Oui. J'aimerais que tu nous parles ensuite de Confrontation, publiée avec justement ta collègue Mélissa Malbeuf chez Béliveau Éditeur. C'est un roman qui est quand même très, très épais, hein? Oui, c'était notre défi, 100 000 mots. C'est ce qu'on voulait. Des fois, là, juste, c'était encore un projet pour s'amuser. Ça faisait suite à le Féruca, le doute qu'on avait écrit puis qu'on avait publié à compte d'auteur. Après ça, on s'est dit, ben, pourquoi pas continuer avec les mêmes personnages, mais 40 ans plus tard, puis là, plus sérieux, parce que celui-là, c'est 16 ans et plus. On est plus dans, je dirais, la magie, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est magique. On se demande pourquoi. Oui. Fait que celui-là était plus sérieux. On est plus dans une enquête policière. On a rencontré un vrai enquêteur de la SQ qui nous a vraiment donné des cues à savoir comment ça se passe quand on est appelé sur une scène de crime, comment ça se passe quand on appelle un suspect à venir à être interrogé là, dans un poste de police. On a vraiment été plus en... Comment ça se passe une enquête quand on a des soupçons sur quelqu'un? Comment ça se passe? En tout cas, écoute, je pense que la rencontre avait duré comme 2-3 heures, des questions, puis par après, il l'a lu, puis il nous a félicité d'avoir respecté ce qu'il nous avait mentionné, parce que moi, je connaissais pas ça, puis je suis pas une fan des romans policiers du tout. Alors, c'était vraiment nouveau pour moi d'embarquer dans une enquête policière. Fait qu'on reste toujours dans une espèce de je vais dire, comment je pourrais, je ne sais pas comment le décrire, celui-là. Je ne sais pas. C'est un roman, c'est ça. Parce que moi, je pensais que fantastique, c'était le bon mot, mais on m'a fait comprendre que c'est pas le bon mot parce qu'il n'y a pas des éléments. On n'est pas dans un univers inventé, on est dans la réalité. C'est comme si toi et moi, demain matin, on allait travailler au poste de police, il y a des meurtres, il y a des enquêtes, mais à travers ça, il existe une réalité parallèle. Il y a des vampires qui vivent parmi nous. Puis il y a de la magie, il y a des sorcières qui vivent parmi nous. Fait que c'est là où on a mixé le fantastique avec la réalité, mais ça reste quand même un policier fantasy urbain, qu'on me dit.
Pourquoi avoir choisi de mettre un aspect policier alors que c'est pas ce que tu aimes particulièrement? C'est drôle, hein? Ma co-autrice, elle m'a posé la même question. Elle dit pourquoi on s'en va là si on n'aime pas. Ben, elle aimait beaucoup l'émission, en tout cas, une émission policière à la télévision américaine. Fait que pour elle, c'était correct. Puis on avait aussi beaucoup aimé la série Chuck, qui est une série, un agent secret, là, un nerd qui devient agent secret. Fait qu'on avait comme décidé de mixer un peu notre amour de la magie des vampires avec Chuck. C'est là qu'on s'est retrouvés à devoir faire des enquêtes policières. Puis là, on a fait comme, OK, attends, là, ça nous prend du contenu pour faire ça, parce que partir de rien, ben... Moi, j'aime ça quand c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, on essayait de faire un mannequin en cire. Puis là, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver quelle matière utiliser pour faire un vrai corps en cire. Puis là, à un moment donné, j'ai des amis qui m'ont fait « Ouais, mais c'est pas un livre fantastique, ça. Tu peux inventer ce que tu veux. » Puis oui, mais non. Il faut que ça reste près de la vérité le plus possible. Fait que voilà. Ça a dû être ardu, hein, de faire toutes les recherches pour que ça reste près de la réalité. Quand tu fais les 2 livres comme ça, là, les 2 Férica Confrontation, les recherches qu'on a faites, on fait passer des journées à faire des recherches parce qu'ici, on utilise beaucoup les plantes. Elle fait beaucoup de l'herboristerie. Fait que là, on a étudié les herbes, les plantes. On a créé une fleur, en tout cas. C'est ça. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on apprend plein, plein d'affaires puis qu'on peut créer tout ce qu'on veut, même si on reste dans le réel. Est-ce qu'il y a des tests que tu as dû faire pour celui-là? Parce que tu nommes des biscuits là-dedans qui sont complètement alléchants. Là. Sérieusement, ça donne faim quand tu lis ça. Est-ce que tu as fait des tests? Comment tu as trouvé les ingrédients à mixer? Tu sais, comment pour en faire un délice juste à l'écriture? Là? Ah ben, en fait, évidemment, comme je suis une fan de biscuits, je suis abonnée sur Instagram à plein de pâtisseries qui font des biscuits spéciaux. J'ai pas les noms, Biscuits Oui Oui ou Blonde Biscuiterie, principalement, que j'aime beaucoup. Puis juste à l'œil, que j'aime beaucoup à l'œil. Donc, c'est toujours des biscuits décadents, framboise, citron, coconut, avec une guimauve grillée sur le dessus. C'est toujours des œuvres d'art, des mini-œuvres d'art. Puis aux yeux, c'est fantastique, mais je me suis dit, il faudrait bien que je goûte. Alors, je suis allée chez Blonde Biscuiterie à Laval. Je suis allée me commander 6 biscuits différents. Puis je les ai tous goûtés, évidemment. Puis vraiment, c'était très, très délicieux, mais ça m'a vraiment aidé à mixer des biscuits décadents dans le parfait biscuit. Puis je l'ai goûté, mais je suis capable d'imaginer combien c'est délicieux. Alors, c'est pour ça qu'elle se fait plaisir dans le livre. Là. Ah oui, oui. Puis pour vrai, je suis pas un bec sucré nécessairement, là, mais il y a quelques reprises, à plusieurs reprises même, j'avais envie de manger des biscuits. Je me disais, mais j'en ai pas des aussi bons dans le garde-manger, ça ça marche pas, j'en veux un comme elle. Oh oui, ils sont vraiment... c'est des biscuits spéciaux, vraiment, c'est ça. C'est des mini-œuvres d'art. Puis pour vrai, je les ai pas toutes goûtées. Biscuits Oui Oui, je pense, sont à Longueuil. Il y en a à Montréal. Fait que, je voulais les commander. Tu peux les commander. Tes livres, mettons, la boutique à Montréal, tu pourrais commander ton livre ici. Longueuil, je sais pas. C'est quand même plus loin. Moi, je suis sur la Rive-Nord. Mais c'est ça, tu peux goûter, tu peux tester. Je suis pas super bonne cuisinière là, en cuisine. Je fais plus des dégâts que des belles choses. J'ai essayé de faire du popcorn au fudge parce que c'est une recette spéciale, traditionnelle dans le livre, mais j'ai manqué ma shot. Finalement, j'ai laissé tomber. Mais voilà. Ah, c'est bon. J'aurais aimé ça être là au moment où tu testais des affaires puis que tu te plantais malgré tout. Ça devait être quand même... Puis, tu sais, c'est quand même un beau moment là, parce que tu le testes en sachant que tu vas le mettre dans ton livre puis tu le rates, mais tu sais, en même temps, c'est pas dramatique. Là. Faut que... Non, puis tu sais, je l'ai mis je pense que je l'ai mis sur Instagram, puis il y en a une qui m'a écrit en privé, elle dit, pourquoi tu fais pas une recette de fudge normale, puis tu n'ajoutes pas du popcorn dedans? Ah, ben oui!
Je ne l'ai Hein? pas essayé encore. Ça sent bien. C'est quand même assez simple. Ouais. J'aimerais que tu nous parles de ta série des 4 livres Antise. Alors, je vous présente ma superbe série Antise, qui est un roman 14 ans et plus, parce que ça se voulait jeunesse, mais nos lectrices sont principalement adultes, puis ça me fait toujours rire parce que c'est des fans finis, là. Il y en a beaucoup qui viennent me voir pour... et ils sont en adoration avec l'histoire. Donc, c'est Xavier, un jeune garçon de 13 ans, qui arrive dans un village. Lui, il vient de la grande ville. Puis là, ben, par concours de circonstances, sa famille déménage dans un village, mais un village typique québécois, là, comme on en voit beaucoup ici là, dans nos régions. Et lui, il est comme sensible à tout ce qui est un petit peu insolite. Alors lui, rapidement, il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans le village. Puis quand il arrive dans sa nouvelle maison, ben, il se rend compte que c'est comme ça a l'air d'une maison hantée. Tu sais, c'est comme, voyons, maman, pourquoi tu as acheté ça? C'est évident. Là, tu sais, on n'a pas réinventé la roue. Ici aussi, c'est une coécriture avec Rachel Graveline. On n'a pas réinventé la roue. Un fantôme, c'est un fantôme. Une maison hantée, c'est une maison hantée. Mais c'est vraiment l'histoire qu'on a amenée avec le trio. Tu sais, ils sont 3 garçons dans la famille. Xavier, c'est le cadet. Et il se fait 2 amis à l'école. Lui, c'est un croyant, mais il se fait 2 amis non-croyants. Fait que c'est ça qui amène la magie, je pense, de la série Antise. Donc, tome 1, le village. Tome 2, la furie. Tome 3, l'artiste fou. Et tome 4, la malédiction. Alors, on a fait une finale explosive, là, c'est avec Rachel. On a fait une finale explosive, un peu comme dans les films d'action où que tout explose, mais pour, c'est ça, on voulait en mettre plein la vue, comme on dit. Et donc là, je comprends que c'était le dernier tome, le 4e, il n'y Ouais. aura pas de suite. Non, c'est terminé. Ça se termine avec le 4e. OK. C'est des romans qui sont disponibles partout en librairie en ce moment. Sinon, c'est avec quel éditeur? Oups, je cherche le bord. Victor et Anaïs. OK. Fait qu'ils peuvent le commander en ligne aussi. Hein? Ouais, en Ils peuvent le ligne. commander en ligne. Oui. Se lit très bien pour l'Halloween qui est terminé, mais pour le mois des morts, c'est merveilleux aussi. On commence tout ça. Le mois de novembre, c'est bon, c'est bon. Fait qu'on commence par Antise, puis après, on se fait plaisir avec le parfait biscuit. Ben oui, pourquoi pas un livre par semaine pour le mois de novembre. On finit ça avec le parfait biscuit en décembre. C'est une bonne idée, ça. Ah oui, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as présentement des projets en cours? Oui, oui, oui. Plus on écrit, plus on y prend goût. C'est ce qu'on m'avait dit, c'est vraiment vrai. Le parfait biscuit, c'était mon premier roman en solo. Toutes les autres, c'était en coécriture. Donc, j'étais curieuse et fébrile et un peu apeurée de savoir ce que les gens allaient en penser. Un nouveau genre aussi d'écriture. Dans le parfait biscuit, je suis au présent avec le je, comparativement avec les autres où j'étais à l'imparfait. Donc, je suis vraiment dans une nouveauté. Ça m'a donné le goût de continuer. En ce moment, j'ai un manuscrit qui attend de trouver la bonne maison d'édition ou si je décide de m'auto-publier, je ne suis pas encore décidée. Donc, une romance surnaturelle parce que j'aime la magie. Et j'ai 3 autres projets là, qui s'en viennent. Mes beaux-parents m'ont demandé d'écrire un livre d'horreur. Fait que je travaille, mon plan est fait, il faut que je le fasse. Avec une autre amie auteure, on voulait faire des romances tirées de contes. Alors, mon plan est fait. Il reste juste à l'écrire. Et mes jumelles de 9 ans, m'ont demandé un livre pour elles. Alors, ils m'ont aidé à trouver le sujet et le nom des personnages. Celui-là, il est écrit presque à la moitié. Alors, c'est un roman jeunesse de pirates avec des filles, parce qu'il n'y a pas de pirates-filles beaucoup au Québec. Alors, voilà. Alors, ça, c'est mes projets. Et là, si je comprends bien, tu es capable d'écrire plusieurs manuscrits en même temps. Non, je ne peux pas les écrire en même temps. Faut que, mes plans sont toutes faites parce que mes idées sont arrivées toutes en même temps. Fait que pour ne pas les perdre, j'ai tout de suite placé ce que je voulais placer.
Mais là, en ce moment, vu que j'ai commencé le roman jeunesse pour mes filles, bien, idéalement, il faudrait que je le finisse. Une fois que ça va être fini, je vais pouvoir plonger dans une des 2 autres histoires. OK. Parle-nous de ton plan, justement, parce que c'est une question qui revient souvent des lecteurs, lectrices. Comment tu fonctionnes, toi, pour tes plans? Très simple. Moi, je suis très papier-crayon quand c'est au niveau de la création. Quand je suis au niveau de composer mon texte, je suis juste à l'ordinateur. Donc, ce que je fais, je prends une feuille blanche, bien simple. J'en ai ici devant moi. Donc, une feuille blanche. Puis, pour que ce soit plus facile pour mon cerveau, il faut que je sois structurée, donc carré. Il y en a qui ont besoin de rondeur. Moi, j'ai besoin de carré pour que ça fonctionne bien avec mon cerveau. Alors, je me fais vraiment des carrés. Et là, j'y vais vraiment avec prologue. Parce que moi, j'aime ça faire des prologues. J'en ai dans tous mes livres. On va continuer. Puis là, après ça, je marque 1, 2, 3. Je m'en vais jusqu'à une vingtaine de numéros. Puis là, OK, comment mon histoire commence? Je vais marquer dans mon chapitre 1, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Dans mon chapitre 2, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Chapitre 3. Mais je marque vraiment des grandes lignes, là. Des mots, des grandes lignes. Fait que des fois, je peux relire plus tard. Mettons, comme là, j'ai 3 plans qui m'attendent. Ça se peut que, mec, je les relis en janvier, je fasse comme, OK, qu'est-ce que je voulais dire, là? Ça se peut que je les rebrasse puis je les refasse, là. Mais en général, tu sais, je vais écrire des gros mots, puis c'est ça qui va m'aider après à écrire, parce que je sais où ce que je m'en vais avec mon chapitre 1. Parce que je sais aussi qu'est-ce que ça va donner avec mon dernier chapitre ici dans le bas, là. Tu sais toujours comment ton livre commence et comment il finit. Oui, la plupart du temps, oui. C'est sûr que un plan, moi, je dis toujours, c'est parfait, pour moi, là, c'est parfait pour mon cerveau, mais c'est toujours appelé à changer. Donc, mon plan, là, je peux le recommencer 10 fois si je veux. Il n'est pas obligé de rester pareil. Il n'est pas obligé d'être tout le temps stable. Il peut s'ajouter un chapitre. Je peux enlever un chapitre. Ah, finalement, non, c'est trop long, j'enlève ce chapitre-là. Tu sais, il est vraiment, là, il bouge continuellement jusqu'à temps que mon mot fin apparaisse. Combien de temps tu passes sur ton plan? Pas longtemps, pas longtemps. Parce que moi, je suis d'abord une rêveuse. Je vais rêver, je vais visualiser mon histoire. Une fois qu'elle est prête dans ma tête, je vais la poser sur papier. Donc, un plan, c'est pas long à faire, là, 1 heure ou 2, là, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis comme je te dis, après, ça se peut que je le change, ça se peut que je change 10 fois de version. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu changes ou tu changes pas selon. Est-ce que. Parce que je sais que, si. Moi, par exemple, là, faire un plan, ça me bloque. Je sais pas pourquoi, ça bloque mon inspiration. Puis souvent, c'est en écrivant que l'inspiration va venir. Fait que c'est-tu là, toi, que ton plan va changer ou c'est avant même que tu commences à écrire? Non, il va changer au cours d'écriture parce que je peux me laisser aller avec les personnages. Comme tantôt, je vous disais, là, dans Le Parfait Biscuit, il y a un personnage qui s'est imposé de lui-même parce que je ne l'avais pas mis dans mon plan, là. J'ai fait comme, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Fait que des fois, je laisse aller mes personnages dans leur folie, je vais appeler ça comme ça. Fait que je les suis. Des fois, je ne suis pas sûre où est-ce qu'ils s'en vont. Je suis comme, attends, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je m'en vais avec eux, je les laisse aller, j'écris tout ce que je peux. Puis si je vois que ça ne fait pas de sens, des fois, je vais reculer. Je vais dire, non, j'aime pas ça pantoute, où est-ce que ça s'en va. Je reviens avec mon plan. Fait que là, je vais restructurer, recadrer. Mais si j'aime ça, comme Le Parfait Biscuit, j'aimais ça, j'ai vraiment laissé aller l'inspiration du moment, puis j'ai laissé tomber le plan. Je m'excuse, j'ai de la misère avec mon verre de contact. Ça me déconcentre. Qu'est-ce que tu conseillerais, 5 conseils que tu donnerais à une personne qui aimerait un jour écrire et être publiée, ce serait quoi? Le premier conseil, le plus utile, puis j'aime ça le répéter à qui veut l'entendre, écrire. Parce que souvent, on a l'idée d'écrire, on a plein de beaux scénarios en tête, on a le goût, on a le, tu sais,
mais souvent, on ne prend pas le temps de s'asseoir puis d'écrire. Fait que ce soit avec un papier crayon dans une chaise berçante dans le salon ou que tu sois attablé vraiment à ton bureau de travail, écrire, c'est la base. Donc, quand on ne sait pas commencer, ben, tu peux prendre une feuille blanche, un crayon, tu peux juste marquer des mots, marquer le nom de tes personnages. Tu ne sais pas encore comment elle s'appelle. Bon, ben, c'est une fille, elle a à peu près 20 ans, puis oh, je la vois pas mal taquine, là, elle fait des jokes tout le temps. Tu sais, vas-y avec des gros mots. C'est là que je vais utiliser la rondeur. Donc, des fois, je vais faire des liens, je vais encercler, je vais faire des flèches. Ça, des fois, ça va allumer le cerveau. Fait que, conseil d'écrire, écrire, même si c'est pas du texte, si c'est des dessins ou des mots, écrire. Deuxième conseil, évidemment, je l'ai vu moi-même dans mon efficacité, là, se planifier du temps à l'horaire. Oui. Qu'importe nos styles, on est tous occupés. On a toutes 10 000 choses à faire. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas, conjoint ou pas, ou qu'importe ta vie, le travail, etc., 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 il faut que tu réussisses à te placer minimum 3 heures dans ta semaine pour écrire. Sinon, ça va rester qu'un rêve. Puis là, ben, tu vas le reporter, tu vas le reporter, tu vas le reporter, puis tu vas le reporter encore, puis 1 an, 2 ans, 3 ans va passer. Et finalement, tu n'auras rien d'écrit. Troisième conseil, lire. Être un lecteur. Aller lire ce qu'on aime pour se nourrir de mots, d'expressions, de phrases, d'images, parce qu'on n'a pas... On peut parler de la même histoire, tu sais, Antise, une histoire de fantôme, il y en a des histoires de fantômes, mais qu'est-ce qui va faire que ça va être ton histoire à toi? Tu vas finir par te l'approprier par ta façon de t'exprimer, ta façon d'utiliser certains mots, ta façon d'imager certains passages. Fait que ça, comment tu fais ça? Ben, en allant lire ce qui se fait ailleurs, ben, ça t'aide, ça te donne des outils, en fait, pour faire ce que toi, tu as envie de faire. Fait que c'est pas du copiage, on va pas copier ce que quelqu'un d'autre fait qu'on aime bien gros. On va juste s'inspirer d'eux. J'avais mis faire le plan, mais là, on vient d'en parler. Puis, et moi, ce que j'aime bien conseiller aussi à les personnes qui veulent écrire, c'est de visualiser. Moi, j'ai fait un peu de cinéma au cégep. C'était surtout des scénarios de films, mais reste que visualiser ce que tu veux projeter comme émotion, comme personnage. Ou souvent, ce que je dis aux gens, c'est fais comme si tu t'installes dans ton divan, là. Alors, regarde la télé, là, puis fais semblant que tu payes sur play, là. Là, c'est un film qui part, puis moi, juste qui est bon, ce film-là. Ben, c'est quoi? C'est quoi les premières images? C'est quoi qui se passe? Comment qu'on voit apparaître ton personnage? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'élément déclencheur? Y a-tu de l'action? Y a-tu pas de l'action? Fait que c'est comme ça que moi, je construis mon histoire dans ma tête. Donc, voilà. Quand tu as parlé d'écrire 3 heures, tu suggères quoi aux gens qui... OK, j'ai 2 questions. Le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai utilisé le map mapping. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Tu connais ça, toi? Oui, je connais ça. J'ai fait une formation là-dessus. Oui. Donc, ma co-autrice, Mélissa, avait fait, elle aussi, une formation en map mapping. Puis, quand on avait des moments de blocage, là, que vraiment, on ne sait plus quoi écrire, ben là, on utilisait vraiment cette technique-là qui faisait, ça débloquait. C'est sûr qu'on était 2. C'est sûr qu'écrire à 2, c'est ça qui est le fun. C'est qu'une pitch une idée, l'autre la rattrape, la mélange, te la repitch. Toi, tu la prends, tu fais « Oh oui, attends, on va faire ça! » Fait qu'écrire à 2, pour la créativité, c'est vraiment optimal, OK? Mais si tu es tout seul, tu fais quoi? Ben, le map mapping, c'est bien, tu sais. C'est très simple. Ben, moi, je trouve que c'est simple. C'est plein de rondeurs. Tantôt, je disais que j'ai besoin de carrés quand je structure, mais quand on crée, la rondeur fait des miracles. Donc, on va vraiment venir marquer, mettons comme moi, le parfait biscuit. Je l'écris dans le milieu, je l'encercle. Puis après ça, je me fais un soleil. Là, je vais venir
je vais venir décortiquer mon histoire. Donc, mon parfait biscuit. Bon, ben, je commence avec Lani. Bon, Lani, elle a de la peine parce qu'elle est en deuil. OK. Tu sais, je vais vraiment y aller avec des gros mots. Après ça, ben, elle rencontre son voisin. Son voisin, il est tellement beau. Je m'en souviens. Oh, j'ai des frissons juste à y penser. Bon, voilà. Fait que, tu sais, je vais y aller vraiment avec des grandes lignes. Puis, je vais continuer à faire ça en faisant vraiment un cercle. Puis si ça ne m'aide pas à alimenter ce que j'ai besoin d'aller puis de casser cette espèce de page blanche-là, bien, je vais recommencer. Je vais reprendre une autre feuille, puis là, je vais recommencer avec autre chose. Bon, là, dans le milieu, je vais marquer Lani, parce que c'est mon personnage que je veux davantage décrire. Bon, ben là, je vais mettre Lani, puis je vais faire mon soleil, puis je vais venir décrire qui est Lani, qu'est-ce qui se passe, elle s'entend-tu bien avec ses parents, as-tu une amie, elle travaille où, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle aime? Oh, les biscuits. Elle aime tellement les biscuits. C'est passionnant d'écouter, pour vrai. Juste les expressions là, de ta voix, de ton visage, là, moi, ça m'illumine. Bref. Deuxième question. Si dans ton bloc de 3 heures, tu as soit le syndrome de la page blanche ou tu trouves que tout ce que tu écris, c'est de la boîte, est-ce que tu finis ton bloc de 3 heures pareil? Parce qu'il y a déjà des auteurs, qui m'ont dit ah non, moi, je bouge pas de ma chaise pendant mon 3 heures, c'est ma période, puis que j'écrive, c'est de la boîte, tout ce que j'efface, je reste assis quand même pendant mon 3 heures, alors qu'il y en a d'autres qui me disent non, moi, c'est après 15 minutes, ça marche pas, je sais que l'inspiration vient pas, je me lève, je m'en vais. Non, moi aussi, je suis de l'autre école. Faut que tu restes à ta place. Faut que tu utilises, comme je te dis, des outils. Faut que tu fasses du dessin, faut que tu écris, faut que tu cherches, faut que tu fasses des recherches. Qu'est-ce qui t'allume? Où c'est que tu t'en vas? C'est quoi ton livre? C'est quoi le genre? Même si c'est des biscuits, là, ben, tu vas voir des images de biscuits. Tu cherches encore, mais va chercher des images qui te font penser à tes personnages ou des acteurs ou des comédiens. Bon, ben, je trouve que Pamela ferait tellement une belle Lani. Bon, je vais aller chercher ta photo, puis je vais me l'imprimer, je vais la mettre, je vais me faire un collage. Donc, il faut vraiment que tu sais, ben, moi, je pense, il y a plein de méthodes pour écrire des livres. Oh oui. Mais la mienne, vu qu'on est en création, mais je me dis, il faut créer. Puis ça m'est déjà arrivé parce que moi, je suis dans plusieurs clubs d'écriture. Puis on a des temps. Là, au début, on se rencontre à telle heure, on parle tout le monde, on se donne un défi. Après ça, chacun part dans sa bulle, écrit pendant 2 heures, 2 heures et demie. On revient, puis on dit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Bien, ça m'est déjà arrivé de regarder mon écran puis de faire pendant 15 minutes, là, je sais plus, là. Je sais pas, là. Elle l'embrasse-tu ou elle l'embrasse pas? Je sais plus. Ben, c'est ça. Mais même si ça me prend 15 minutes puis que je réfléchis, là, elle l'embrasse-tu ou elle l'embrasse-tu pas pendant 15 minutes, ben, je le prends, ces 15 minutes-là, puis je réfléchis. Puis au bout de 15 minutes, si je suis toujours pas sûre, ben, je vais sauter par-dessus puis je vais faire autre chose. Je vais continuer mon histoire. Puis ce bout-là, je viendrai juste dans ma relecture après, je vais revenir peaufiner ça. C'est pas grave, c'est un détail, tu sais. C'est sûr que si c'est une action primordiale pour la suite de mon livre, je vais prendre mes feuilles, mes papiers, je vais faire des recherches. Là, je n'ai pas le choix d'aller j'ai pas le choix de passer par là pour la suite. Ben, j'aurai pas le choix de passer par là pour la suite. Et tu sais, il y a un mot qui me vient en t'écoutant, autant que quand c'est le plan, quand c'est les recherches, que quand c'est l'écriture, c'est le mot persévérance. Ouais. Quand on veut écrire, il faut persévérer. Puis même dans les moments où on pense qu'on n'y arrivera pas, puis je pense que c'est là le plus difficile de persévérer quand on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Il y en a beaucoup souvent qui me disent ah, c'est pas bon. Puis moi, quand je me relis, des fois, je fais que je voulais dire? Mon Dieu, c'est vraiment mauvais. Hein? C'est normal, ça fait partie du processus créatif. Fait que moi, je vais pas m'enfarger dans des phrases qui sont pas bonnes. Puis, mettons que la phrase coule pas, ben, je vais marquer les grandes lignes, puis je vais continuer mon histoire. Parce que le plus important, c'est de finir par la finir, mon histoire. Puis une fois qu'elle est finie, ben là, il y a 10 000 étapes de relecture et écriture. Fait qu'on a en masse le temps de le travailler puis de le peaufiner, là. Fait que l'important, c'est vraiment, je me censure pas, ma phrase ne fait pas de sens. Je sais, j'ai fait 2, 3 fautes. On s'en fout, là. On continue. On crée.
on écrit. Parle-nous de ton, justement, à partir du moment où tu finis d'écrire. Là, tu vois, j'ai sauté un peu du coq à l'âne dans mes questions. Là, j'ai fini avec les 5 conseils, puis en fin de compte, là, j'ai d'autres questions qui me popent, fait que je me laisse à la créativité. Tiens. Voilà. À partir du moment où tu finis d'écrire ton manuscrit, c'est quoi ton processus? Tu l'envoies, tu le mets de côté, tu le relis? Comment tu fonctionnes, toi? Ça dépend parce que avec les hantises, on avait des deadlines assez serrés. Puis en coécriture, c'est pas pareil comme en écriture solo. En coécriture, on s'échange, on se divise les chapitres en deux. Puis pendant qu'une écrit ses chapitres, moi j'écris les autres. Après ça, on s'échange pour que chacune puisse lire puis annoter des choses. Fait que ça, c'est une façon de faire. En toute seule, en solo, c'était des défis, fait que les 2 derniers manuscrits, je les ai faits en 3 mois. C'est vraiment très rapide et je n'ai pas envie vraiment de renouveler l'expérience, c'est trop court. Après avoir fini d'écrire, ce qui est l'idéal, dans le meilleur des mondes possibles, c'est de le laisser reposer 1, 2, 3 semaines pour que tu puisses le relire avec des yeux frais qui sont disposés à voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas versus qu'est-ce qui fonctionne. Alors, principalement, c'est ça qu'il faudrait faire, mais moi, je ne l'ai pas fait. Puis, je suis quelqu'un de très impatient dans la vie. Alors, voilà. Alors, moi, je saute quelques étapes qui sont quand même très importantes, mais reste que je fais toujours une relecture première pour peaufiner ce qui n'a pas été fait dans le premier jet. Ensuite, je l'envoie à des bêta-lectrices qui vont me dire si oui ou non ça fait du sens ou pas, ou si je dérape ou ils ne comprennent rien. Fait qu'avec ça, je réussis à retravailler certains passages. Puis suite à ça, des fois, je suis tellement impatiente que je l'envoie tout de suite. Mais idéalement, il faudrait que je me relis une autre fois pour être sûr que tout est parfait. Mais le parfait biscuit, c'est ça qui est arrivé. Je l'ai envoyé tout de suite. Je suis trop énervée. Fait que je l'ai envoyé tout de suite. Puis j'ai été chanceuse parce qu'Andorra m'a répondu. Je l'ai envoyé au mois d'avril, puis il me répondait au mois de juillet pour me dire qu'il était intéressé. Fait que ça s'est fait vraiment ultra rapidement. C'est pas comme ça partout. Mon dernier manuscrit, tu vois, c'était une demande. Je l'ai écrit de janvier à mars. Je l'ai envoyé en avril. Ils me l'ont fait travailler en juin. Je l'ai renvoyé en juillet. Puis tu vois, il est revenu le mois passé pour me dire que finalement, ça ne faisait pas leur affaire. Ça arrive, tu sais, dans le meilleur des mondes. C'est pas ça que tu souhaites, mais ça arrive. Fait qu'il n'y a pas de science parfaite. Il n'y a pas de... Tu sais, oui, il y a une certaine méthode idéale à suivre, mais même si tu sautes quelques étapes, ça ne veut pas dire nécessairement que ça ne fonctionnera pas. C'est ça. Des fois, il faut oser. Puis en même temps, se relire 20 fois, ben, tu vois plus rien à un moment donné. Ton œil saute des phrases complètes des fois, parce qu'il est tellement tanné de leur lire que lui, il a perdu son plaisir de lire. Là. Ça fait je ne sais plus combien de fois tu le relis. Là. Ah oui, puis il y a des passages que tu connais pratiquement par cœur, fait que tu sautes sans t'en rendre compte nécessairement. Puis si tu ne vas pas, mettons, en maison d'édition traditionnelle, puis tu veux t'en aller plus en auto-édition, ben à ce moment-là, ça serait vraiment de faire affaire avec une équipe là, qui peut te commenter, une équipe professionnelle, correctrice, réviseur professionnel, qui vont pouvoir t'aider à voir qu'est-ce que tu n'as pas vu, parce que l'auteur est toujours comme ça, hein? Fait que lui, il ne voit pas qu'est-ce qui se passe plus loin, là. Fait qu'il a besoin d'un avis externe pour s'assurer que ça fait du sens, puis que tout est à la bonne place. Dis-moi ce que tu fais avec le contenu que tu décides d'enlever. Est-ce que tu le gardes ou tu l'effaces? Non, moi, j'efface. Je garde rien. Puis moi, je suis très bonne là-dedans. Là. Quelqu'un me dit « Ah, je comprends pas ici. » Efface! Je ne me pose même pas la question de comment le transformer. Je l'efface. Elle ne l'a pas compris. Elle n'a pas aimé ça. Je l'efface. Je mets autre chose. Wow, c'est drastique! Ah ouais, moi, je suis... Puis ma co-autrice, Rachel Graveline, ça la faisait toujours bien rire parce que moi, j'étais comme « Non, c'était pas bon, on l'efface. » Ça disparaît. Ben ça veut dire que ça te demande encore plus de création parce que là, il faut que tu repartes pour créer autre chose vu que tu as effacé au lieu de modifier. Ben, je vais toucher du bois. Pour l'instant, ça va super bien. OK. Pour l'instant, l'inspiration est toujours là. Comme je dis, j'ai mes feuilles. Oui, je peux regarder mon écran 10-15 minutes à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Mais
je suis assez chanceuse, mon imagination déborde, surtout quand on est dans ce que j'aime, donc magie, vampire, fantôme, sorcière. J'ai de la matière pour faire 20 millions de livres. Mais c'est ça. Mais quand on est dans une romance plus contemporaine, là, c'est sûr, il faut que je réfléchisse, mais c'est ça. Dans tes 5 astuces, tantôt, tu as donné l'astuce de lire. Ouais. Lire ce qu'on aime, ce qu'on aimerait écrire. Qu'est-ce que Julie Brassard lit comme roman? J'ai deux. J'ai comme un blanc! Un blanc. Non, je lis énormément parce que quand on se promène dans le milieu des auteurs ici au Québec, ben, on se fait beaucoup d'amis, beaucoup d'auteurs. Fait que j'ai élargi mon champ d'intérêt parce que j'aimais les personnes puis je voulais lire ce qu'elles faisaient. Mais principalement, moi, je suis une lectrice de romans jeunes adultes fantastiques. Donc, je suis plus du style Stephanie Meyer ou les Twilight, ou je suis plus de style. Attends, j'ai dommage, je ne les ai pas sortis. J'ai plein de livres en arrière de moi, mais j'aime beaucoup ce que fait Maxime Poulain chez Luzanne Rousse. Chez Victor Anaïs, j'ai beaucoup aimé Mystérieuse Coïncidence, qui est là, pas loin, là. C'est toutes des histoires jeunes adultes ou jeunesse avec de la magie ou des fantômes. C'est principalement ça que j'aime lire, moi, Julie Brassard. Mais vu que j'ai plein d'amis auteurs qui font plein d'affaires différentes, ben, j'en lis, puis j'apprends à aimer différents genres. J'ai même lu un policier dernièrement que j'ai beaucoup aimé, de Lou Bénédicte et Ben Maurice. Mais, tu sais, de prime abord, j'aurais jamais choisi ça. Fait que c'est juste de s'ouvrir à ce qui se fait différent. C'est pas mon genre. Je dis pas que je vais en lire 10 comme ça, mais celle-là, je l'ai appréciée, je l'ai aimée, puis je suis contente d'avoir encouragé mes amis. C'est comme ça que je fonctionne. Dernière petite question qui vient de me popper comme ça. Quelqu'un qui aimerait soumettre son manuscrit à ta maison d'édition, est-ce que vous offrez un certain service pour aider à l'écriture? Est-ce que la personne doit avoir terminé son manuscrit pour vous écrire ou elle peut être au début, elle peut être en cheminement, elle peut être... Comment vous fonctionnez? Ici, Cindy Dautel, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, avait seulement l'idée, le rêve d'écrire un livre. Évidemment, c'est ses conseils de ce qu'elle enseigne déjà dans ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours. Fait que ça a été quand même, entre parenthèses, facile à monter. Mais reste qu'elle avait une idée, elle ne savait pas trop où s'en aller, puis elle avait presque rien d'écrit. Donc, c'est possible d'arriver avec rien, de cogner à notre porte, de dire « Coucou, j'ai une idée, j'aimerais ça faire ça. Est-ce que c'est possible? » Là, à ce moment-là, il y a toujours une rencontre d'environ 45 minutes avec mon associée Mélissa. On prend vraiment le temps d'analyser c'est quoi tu veux faire, c'est quoi ton rêve, qu'est-ce qui est possible de faire, combien ça coûte, parce qu'il y a des frais reliés à ça. Autant dans l'accompagnement que dans l'édition, parce qu'on est à une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, on met vraiment les cartes sur la table, on t'explique comment ça fonctionne, on te donne les chiffres. Puis après ça, on te dit, pars avec tout ça dans ta mijoteuse, puis reviens. Fait que les gens peuvent, c'est vraiment des services à la carte. Si tu as besoin d'un accompagnement à l'écriture, je vais être là. Si tu as besoin d'aide pour monter ton plan, je vais être là. Si tu as terminé ton manuscrit et tu as juste besoin que je fasse mon bulldozer bien gentil, je vais le faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment selon tes besoins, selon ton budget, puis de ce que tu veux finalement au final. Et là, ça fait quelques fois là, que tu le mentionnes, puis je voulais te poser la question, puis j'oubliais parce que je partais sur autre chose. Quand tu signifies à compte d'auteur, ça veut dire quoi? À compte d'auteur, en fait, c'est un peu comme si on prenait tous les avantages d'une maison d'édition traditionnelle, mais que l'auteur doit tout débourser pour les services d'accompagnement et les services d'impression. Donc, c'est un peu comme si tu étais en auto-édition, mais accompagné d'une équipe. Fait que ça coûte un peu plus cher que si tu t'en vas juste auto-publier tout seul sur Amazon, parce qu'évidemment, tu vas payer l'équipe qui est derrière pour t'aider. Mais à ce moment-là, tu n'as rien à t'occuper sauf être auteur et tu as vraiment la partie accompagnement à l'écriture, l'accompagnement au montage de la maquette et du contenu et tu as vraiment de l'aide pour après, pour le marketing puis tout ce qui est la vie
qui commence quand tu tiens ton livre entre tes mains. C'est comme une deuxième vie qui part. Dans le fond, ça l'évite à l'auteur d'avoir à chercher une correctrice, correcteur, un graphiste, d'avoir à chercher une compagnie d'impression. Tu sais, dans le fond, vous avez déjà toute l'équipe. Vous offrez, dans le fond, les services des personnes, des entreprises, peu importe là, que vous avez sous votre aile pour l'auteur. Exact. Puis on a aussi un distributeur physique. Donc, c'est possible d'être en librairie partout ici au Québec. Et on a un distributeur numérique. Donc, on peut être partout en format numérique dans la francophonie mondiale. Là. Fait qu'on a vraiment des services comme une maison d'édition traditionnelle, mais qui est pris en charge par l'auteur. Et est-ce que les personnes qui peuvent t'approcher pour un plan, pour leur manuscrit, peu importe, est-ce que ça peut être pour tout type de roman ou seulement du croissance personnelle? Il faut que ce soit absolument du croissance personnelle ou développement humain, comme on l'appelle. Donc, en fait, il faut que tu aies un message. Ça peut être un type, comme ça ici, là, Nadine Blanchette, elle a fait, c'est un peu comme, c'est son récit de vie, mais raconté comme si c'était une histoire. Donc, tu sais, on prend plusieurs formats tant que le message à l'intérieur soit un message d'éveil ou de croissance. OK. Donc, ça peut, idéalement, ça peut être toute femme qui a le désir de contribuer à l'humanité, façon de le dire. Mais sinon, ça peut être aussi pour partager ou laisser sa trace ou rendre accessible ses conseils à sa communauté. T'sais. Julie, merci. Merci d'avoir pris ce temps pour nous éclairer sur ta maison d'édition, sur le processus d'écriture que tu as vécu. J'ai trouvé ça super intéressant d'apprendre la différence entre écrire en solo et écrire en duo. Merci d'avoir partagé tes histoires avec nous, ta créativité. Ce fut très inspirant. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses? Plein d'autres belles histoires que je vais pouvoir partager avec mes lecteurs. Donc, c'est vraiment ça que... C'est ça que j'aimerais vraiment beaucoup. Je te le souhaite sincèrement et on se dit à la prochaine. Bye, merci beaucoup. Bye bye.